Je reçois un jour un courrier qui me convoque au tribunal dans 2 ou 3 semaines avec une demande de 120 000 € de dommages et intérêts. Pourquoi ce choix de quitter la France? Bon, à la base, c'est un choix clairement fiscal que je ne referai probablement pas. Après le tennis, ma vie avait plus vraiment de sens et entre 16 ans et 22 ans, j'ai vécu dans des addictions. Je pouvais manger toute la journée, je pouvais me faire vomir jusqu'à 10 fois par jour. J'ai essayé plein de choses pour m'en sortir. Il n'y a rien qui a changé, rien ne m'a aidé durablement jusqu'en 2022 où je suis tombé sur un livre de Nicolas. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Clash au Cash, le réveil juridique des entrepreneurs. Aujourd'hui, on reçoit Julien Musi, un entrepreneur très connu du monde du business en ligne, un coach qui accompagne des milliers de personnes et qui a réussi à aider beaucoup de personnes. On va voir les problématiques juridiques que tu as rencontrées et quelle résilience tu as mis en place sur certains sujets extrêmement graves que tu as pu vivre avec des escroqueries dans ton entreprise. On verra quel était ton rapport aussi aux avocats, comment tu as eu un rapport compliqué finalement en étant enfant qui s'est ensuite libéré de ça, peut-être en nous rencontrant, tu nous, tu nous diras si c'est le cas. Bonjour Julien. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Julien, pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes. Alors effectivement, j'ai été sportif de haut niveau jusqu'à 15 ans. Après, j'ai traversé une période vraiment complexe qui avait plus de sens pour moi. Et à 22-23 ans, j'ai découvert le développement personnel, l'entrepreneuriat. Pour moi, ça a été vraiment une révélation, quelque chose qui a changé ma vie. Et j'ai eu la chance que ça se passe plutôt bien pour moi dans l'entrepreneuriat, puisque rapidement, en 2018, je suis passé de 0 à 450 000 € par mois de chiffre d'affaires. Puis, on a continué à grandir. Et après, on a stabilisé, on a fait des pivots. Mais en tout cas, euh, l'entrepreneuriat a clairement changé ma vie, le coaching aussi et le développement personnel aussi. Aujourd'hui, mon but est de pouvoir partager ça avec un maximum de personnes. Ouais, aujourd'hui tu es multimillionnaire. Tu es basé où exactement? En Suisse. En Suisse et Ouais. tu as fait plusieurs pays. Pourquoi ce choix de quitter la France? Bon, à la base, c'est un choix clairement fiscal que je ne referai probablement pas avec le Ah recul, ou oui? en tout cas que je referai différemment, c'est sûr. Mais bon, je pense qu'une chose qui a été importante dans mon parcours, c'est que les choses ont été très vite. Et les choses ont été très vite. J'ai été jeune. Donc, il y a plein de choses qui font qu'on prend des décisions comme ça. J'ai effectivement, du coup, bougé pour des raisons fiscales. Et je me suis rendu compte que je pense que c'est jamais une bonne idée de bouger pour des raisons fiscales si on n'a pas vraiment réfléchi à quelle est la vie qu'on veut vivre et est-ce que le pays nous correspond vraiment. Donc, donc ouais, la raison pour laquelle je suis parti, c'était avant tout des raisons fiscales. J'ai essayé C'est Malte. intéressant là Ouais. dans ton C'est témoignage, ce que tu exactement. ouais. Parce Ouais. que c'est vrai que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs ont ce réflexe de se dire, pour des raisons fiscales, je vais m'expatrier, je vais aller ailleurs. Alors qu'en réalité, ce choix doit être plus que mûrement réfléchi. Il entraîne tellement Mmh. d'implications et d'autres effets qu'on ne mesure pas forcément. En tout cas, ce qui doit déterminer le choix de s'expatrier ne doit pas reposer exclusivement ou ne doit pas être motivé essentiellement par les aspects fiscaux, c'est clair. En tout cas, nous, c'est ce que nous répétons de notre côté, parce que c'est un choix qui a effectivement un impact non négligeable sur la vie justement qu'on souhaite avoir et qui ne correspond peut-être pas justement à ce que tu attendais. J'aimerais revenir sur un point dans ce que tu nous as dit. Tu as eu un parcours de sportif de haut niveau jusqu'à l'âge de 15 ans. Ensuite, un découragement, quelque chose qui a fait que tu as arrêté d'aller dans ce process. Et puis, tu nous parles de quelques années plus tard, de cette transition vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat? Comment cette transition s'est opérée? Est-ce que tu peux nous donner davantage de détails sur Yes, ce point? carrément. Alors, en fait, j'ai eu pour comprendre le contexte, entre 12 ans et 15 ans, je voyageais partout dans le monde. Je vivais dans des beaux hôtels, toutes ces choses-là, puisque c'était la fédération de tennis qui payait. Et j'ai fait une mauvaise saison à 15 ans, ce qui m'a fait rentrer chez moi, vivre tout seul avec ma mère, qui était dans une situation compliquée. Bref, plein de choses. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me passionner pour la cuisine, pour la cuisine, la pâtisserie, puisque j'avais eu l'habitude de bien manger, toutes ces choses-là.
et d'un coup, je mangeais plus bien. Et donc, j'ai commencé à me faire à manger, toutes ces choses-là, et j'ai découvert une passion pour ça. J'ai ouvert un blog je devais avoir 17 ans, et j'ai ouvert un blog dans lequel je partageais des recettes de cuisine, toutes ces choses-là, mais c'était juste par passion à l'époque. Et puis, je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, donc j'étais plutôt doué à l'école, ce qui fait que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait comme étude? Tellement ça m'a pas passionné, j'ai oublié. J'ai fait un master de mathématiques appliquées à la finance, un truc comme ça. J'ai détesté, mais j'ai été jusqu'au bout parce que je savais pas trop quoi faire d'autre. Mais en parallèle, je développais ce blog et j'avais de plus en plus de visites. J'avais des invitations dans tous les meilleurs restaurants parisiens à l'époque pour pouvoir faire des articles. Je partageais mes recettes, tout ça. Et puis, au moment de démarrer, du coup, normalement, je devais démarrer un job de je faisais des statistiques dans la finance, comme ça, un truc qui avait aucun sens pour moi. Et j'ai fait un stage de fin d'études. Et dans ce stage de fin d'études, je me suis dit, mais en fait, ça va pas être possible, en fait. Ça va vraiment pas être possible d'envisager faire 40 ans à faire ce truc-là. Et à ce moment-là, je sais pas comment je suis tombé là-dessus, mais j'ai commencé à tomber, à l'époque, c'était Olivier Roland, Gagner votre vie avec votre blog, toutes ces choses-là. Et moi, j'avais déjà ce blog, mais juste, je savais pas qu'on pouvait le monétiser et toutes ces choses-là. Et donc, je me suis dit, et si je pouvais gagner de l'argent en vendant mes recettes de pâtisserie? Et ça a été mon premier business en ligne. Donc, j'ai acheté la formation d'Olivier Roland, j'ai fait la formation, j'ai commencé à appliquer tout ce qu'il proposait. Ça, c'était en 2014 ou 2015. Et puis, je me souviens avoir fait un premier lancement. Je crois que j'ai dû faire 7 000 € en une semaine. Mais à 22 ans, j'avais jamais gagné d'argent ou jamais de grosses sommes d'argent. Tous mes potes étaient dans l'actuariat ou dans la finance, toutes ces choses-là. Donc, quand je leur disais que j'allais gagner de l'argent avec de la pâtisserie, ils me riaient au nez. Mais le fait qu'en une semaine, je sois capable de gagner plus que leur salaire de junior, c'était dingue pour moi. Et donc, Ouais. c'est comme ça que j'ai démarré l'entrepreneuriat. Et après, je me suis passionné pour plein de choses, pour la psychologie, pour le marketing, pour l'entrepreneuriat, ce qui a ouvert plein d'autres possibilités, qui m'a amené derrière à créer un deuxième business en ligne sur la préparation mentale dans le tennis, qui m'a amené à un autre niveau de résultat. Et puis, finalement, j'avais envie d'accompagner aussi des entrepreneurs, puisque c'est comme si ces deux choses-là, c'était mes priorités du moment, mais petit à petit, je me sentais un peu déconnecté de ces choses-là et j'avais envie de faire quelque chose que j'allais pouvoir avoir envie de faire jusque pendant des années et des dizaines d'années même. Donc, petit à petit, j'ai transitionné vers accompagner Alors, les entrepreneurs. ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, il y a eu il y a eu un processus de scaling très rapide. Il y a eu Ouais. un déclencheur. Tu étais aussi peut-être au bon endroit, au bon moment, dans l'âge d'or de l'infopreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler de ces moments où d'un coup tu t'es mis à gagner beaucoup d'argent? Et est-ce que justement il y a eu des réveils juridiques à ce moment-là qui se sont opérés chez toi? Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est sûr que j'ai eu une bonne période, une bonne opportunité, une bonne niche qui a fait que, à l'époque, avec la pub Facebook, ça a accéléré très vite. J'avais des coûts par lead qui étaient très faibles. Donc, effectivement, je me suis retrouvé avec beaucoup d'argent assez rapidement. Hem Et en fait, j'ai pas eu de réveil, mais enfin, j'ai pas eu de réveil pendant longtemps, mais pas parce que je faisais les choses bien, juste parce que j'ai pas eu de problème, quoi, on va dire. Hem, Donc j'ai eu tu as la eu de la chance. Au j'ai démarrage, tu as eu de la chance, il chance y a et pas eu malchance parce que oui. je Mmh. pense que plus tôt tu les as, mieux c'est. Parce Mmh. que au fur et à mesure, tu joues avec des enjeux et des sommes qui sont de plus en plus grandes. Donc presque, j'aurais préféré les avoir plus tôt. Et puis, je crois que le premier incident que j'ai eu, c'était en, ouais, 2021, ça? Ouais, 2021, fin 2020. Ouais, c'est ça, c'était décembre 2020 où, je viens de passer, 8 mois à Bali, pendant que tout le monde était, enfermé en confinement, tout ça. Moi, je viens de passer 8 mois incroyables. Mon entreprise tourne bien et tout va bien, je suis au top. Et puis, enfin, en tout cas, j'ai l'illusion d'être au top. Je pense qu'elle est importante, la distinction. Et à ce moment-là, je reçois un jour un courrier. Je sais plus comment je reçois ce courrier, mais en tout cas, par mail. Je reçois un mail qui me convoque au, au tribunal dans 2 ou 3 semaines avec 120 000 avec une demande de 120 000 € de dommages et intérêts
pour un client qui avait payé 3 000 €, je crois, le programme, ou 4 000 € peut-être le programme. Et, et là, je panique un peu. Heureusement, mon ex était juriste et elle était juriste et elle était un peu déterre sur toutes ces choses-là. Donc, je crois qu'elle vous a contacté à ce moment-là, d'ailleurs. Tout à fait. Heureusement d'ailleurs, parce que tout seul, je crois que j'aurais paniqué. Heureusement qu'elle était là, franchement, parce que tout le juridique et tout, ça me paniquait. Je commence à progresser un peu, mais ça me paniquait. Et bah, vous m'avez aidé à ce moment-là sur réaliser que, bah, en fait, il nous attaquait sur un truc sur lequel on pouvait, si on voulait, rien lui donner, puisque il y avait plein de choses. Ça dépend du niveau de détail dans lequel vous voulez rentrer, mais en tout cas, il y avait plein de choses pour lesquelles ta plainte était non fondée et pas Oui. possible. Mais, mais ouais, ça a été pour moi le premier réveil, le premier réveil juridique de me rendre Et compte, c'est là ouais, effectivement qu'on s'est exactement. rencontrés, qu'on a commencé à travailler avec toi. Euh, est-ce que tu as apprécié cette collaboration? Évidemment, parfois on dit oui, on rencontre les avocats au plus mauvais moment, donc ça peut être des souvenirs qui sont douloureux. Qu'est-ce que tu retiens toi de cette collaboration? Finalement, on a réussi à sortir le dossier assez rapidement, Ouais. puisqu'on connaissait le confrère, on connaissait le client aussi, donc en fait ça tout ça a simplifié un peu les choses. Bah, Est-ce que tu te rappelles de ce ouais, moment-là? rappel, pour être transparent sur cette étape-là, j'ai pas vraiment pris en charge le sujet. Donc on va dire, je pense que mon ex serait beaucoup plus capable d'être, reconnaissante, parce que je crois que la relation, vous l'avez eue essentiellement avec elle à ce moment-là? On a peut-être eu une conversation. On n'a pas eu de relation avec ton ex, hein. Mais Petite joke, ouais, c'est mon ex, hein, vous pouvez me le dire c'était maintenant. c'était on a eu une relation très professionnelle, dans ton intérêt. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est surtout elle qui a pris en charge le dossier, et c'est pas moi qui l'ai géré directement. Donc pour moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que à ce moment-là, le dossier avait été géré, et j'ai Mmh. compris, en tout cas, à ce moment-là, l'importance d'avoir effectivement des partenaires sur lesquels on peut compter. Puisque ouais, vraiment l'importance d'avoir des partenaires sur lesquels on peut compter. D'avoir effectivement des partenaires, des avocats, des Ouais, bons contrats ouais. aussi et tu attends quoi toi d'un avocat? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, en règle générale, est-ce que c'est quoi qu'est-ce que serait pour toi, le bon avocat? En fait, aujourd'hui, je pense que c'est surtout une notion de certitude et de réassurance. Hem, ouais, de certitude et de réassurance, et de savoir que j'ai quelqu'un de professionnel et de compétent et d'excellent à côté de moi, qui fait que s'il y a un sujet, j'ai pas à être anxieux pendant des jours ou des semaines. Je peux poser une question, hem, je peux avoir un contact qui me rassure. Parce que c'est des sujets quand même qui sont touchy, et Mmh. je pense qu'aujourd'hui la valeur d'un avocat, elle se trouve vraiment dans dans la certitude et la confiance et la relation qu'il est capable d'avoir avec son client. Parce Mmh. que, bah, aujourd'hui, même s'il y a plein de moments où je vais poser des questions juridiques à ChatGPT et à différentes intelligences artificielles, c'est pas la même chose d'avoir la présence d'un humain et la certitude Mmh. d'un humain à côté, qui dans lequel tu peux sentir qu'il est avec toi, c'est ton partenaire, et il sera là si tu as Oui, besoin, quoi. Ouais. tu fais d'ailleurs partie de ces clients qui, peuvent envoyer finalement une réponse à ChatGPT pour pour demander, finalement si c'est bien. Ouais. Tu on va revenir, tu as eu aussi un réveil, assez douloureux avec une cyber, escroquerie, Mmh. très importante. Et On va on va l'évoquer, mais je voudrais revenir quand même sur ce point, de la sérénité du Ouais. chef d'entreprise que tu es. Hem, Est-ce qu'aujourd'hui tu places cette sérénité à quel degré d'importance? Sur une échelle de 1 à 10, tu considérais qu'il est important pour un chef d'entreprise d'être serein, et tu places cette sérénité à quel niveau? Alors je sais pas les gens en général, mais en tout cas moi c'est 10. C'est-à-dire que D'accord. le but de ma vie, c'est d'être dédié à faire ce que j'aime le plus et faire mon métier, et ne pas avoir à me soucier du reste, quoi. Donc mmh, on voit bien que cette, capacité à être serein, c'est aussi ta capacité
à pouvoir avoir à être focus sur ce que tu fais, mais surtout à être dégagé Ouais, et avoir toute ton énergie concentrée sur le cœur de ton business. c'est clair. C'est bien ça. Il y a un élément très important, je me permets puisque voilà, on a déjà discuté ensemble à plusieurs reprises. Je crois que tu as aussi dans ton histoire personnelle eu un rapport un peu, spécifique et particulier aux avocats. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Parce que c'est pas forcément une figure que tu as toujours appréciée et même tu m'avais déjà évoqué le fait que, bah, pour toi, ça te faisait bizarre parfois de parler avec des avocats, est-ce que tu peux parler de ça? Ouais, carrément. Carrément, bon déjà, je pense que de base, j'aime pas l'autorité. Je suis assez rebelle dans ma nature. J'ai jamais connu mon père, donc c'est toutes des choses à mon avis qui jouent dans mon rapport à l'autorité, à la loi, à toutes ces choses-là. Mmh. Et ensuite, moi le seul, contact que j'ai eu dans mon histoire avec le monde de la justice et toutes ces choses-là, c'est, heu, ma mère qui s'est retrouvée, je crois, je me souviens même plus exactement de mon âge, mais en tout cas, je me souviens qu'elle est restée 2 ans en procès entre 8 ans, quand j'avais entre 8 ans et 10 ans, sur lequel elle s'est fait attaquer sur, un truc qu'elle avait pas fait, sur lequel on l'a accusée d'avoir rayé une voiture, tout ça, mais au final, elle devait 100 000 € de dommages et intérêts pour quelqu'un qui était, enfin qui gagnait 1 500 € par mois. Elle m'élevait seule, donc c'était énormément Mmh. d'angoisse et j'ai associé toute cette tribunal, avocat, toutes ces choses-là à de toute façon, tu vas te faire excusez-moi du terme, mais Ce sera peut-être censuré. ouais, ouais. De toute façon, tu perds toujours contre la loi, donc évite toutes ces choses-là. En tout cas, c'est c'est ce que j'ai Ouais, associé donc et c'est comme tu ça que tu j'ai tu as grandi, eu quoi. d'a Ouais. tu as eu d'ailleurs au démarrage, dans c'est ce que tu expliquais au début du podcast, un comportement de De fuite, fuite, par rapport à ça carrément, ouais. et Tu as laissé d'ailleurs, comme tu nous expliquais finalement, ton ex-compagne gérer une situation problématique, et tu as préféré te mettre à l'écart pour ne pas avoir à t'impliquer Carrément. dans le règlement de ce litige. ça me permet peut-être de relier ça à la 2e grosse problématique que tu as eue, où là encore finalement, tu avais peut-être, un petit peu délégué trop de choses à si on peut si je peux me permettre, hein, encore une fois, mais à une assistante et qui elle-même a été prise dans une affaire de cybercriminalité très importante où en fait prise dans cette affaire, en fait, pour rembourser l'escroc, elle s'est servie directement, sur ton entreprise avec derrière des montants, colossaux, hein, dont on parle de 200 000 €. Ouais. Et ça, on a dû aussi gérer ça. Ouais, Au final, on je me permets de réajuster parce que c'est important pour moi, elle s'est pas servie, je l'ai autorisée. Même Mmh. si les sommes étaient pas, hem, voilà, les sommes étaient pas, que ce à quoi je m'attendais et ce que j'aurais autorisé, j'ai une responsabilité là-dedans et pour moi le vocabulaire, il est vraiment important parce que si elle s'est servie, c'est comme si elle était une voleuse là-dedans et pour moi, c'est pas le cas, j'ai une vraie responsabilité, c'est quelqu'un que je respecte et c'est important pour moi qu'on soit bien juste sûr. là-dessus, quoi. Ouais. OK, ça c'est effectivement très important. Donc quelque part, en tout cas, tu as compris, en tout cas, tu as accepté le fait qu'elle s'était laissée embringuer dans une escroquerie dont elle était, elle aussi, prise et tu lui as accordé, ta confiance et malgré tout, elle ne t'a pas tout dit sur, ce qui se passait et effectivement, tu as découvert ensuite l'ampleur des choses, mais il y avait Ouais, non, tout un je sais pas si contexte. elle m'a pas tout dit. Je pense qu'elle me l'aurait dit et je pense que, le gros problème, c'est un problème de laxisme de ma part à ce moment-là. Ouais, enfin, Et est-ce que ça a été justement un réveil, une prise de conscience, cet aspect justement laxisme, pour, aujourd'hui être plus vigilant dans le contrôle? ouais, c'est clair.
Bah, depuis, Parce que on le répète souvent, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. depuis, on a des limites on a des limites sur les virements, sur les comptes en banque. Au-delà d'un certain montant, tout doit être validé par mois. Donc oui, ça, on a mis en place des systèmes suite à ça. Excellent. Dans ton profil, il y a quand même 2 choses qui ressortent et tu dis que ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, mais tu as parlé du fait que tu as été étudiant, avec un Mmh. master en maths appliquées, Mmh. et également tu as été sportif de haut niveau. Moi, je crois que c'est quand même 2 composantes aujourd'hui qui font aussi ta personnalité et le fait qu'à mon avis, tu étais quand même très structuré process avec l'aspect maths, et donc qui ont certainement contribué à tes résultats, de la même façon que l'aspect sportif de haut niveau et performance qui certainement à un moment donné ont fait que tu es allé chercher plus, plus que, que le commun des mortels puisque tu étais quelqu'un qui, voulait avoir, des résultats et forcément à un moment donné, j'imagine que tu as vu aussi le business comme un jeu de performance Ouais. aussi, peut-être, une revanche sur ton, sur justement l'échec que tu as eu à un moment donné en tennis? Ouais, clairement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les sportifs de haut niveau développent quelque chose derrière qui est très transposable dans l'entrepreneuriat. Je Mmh. le vois quand j'ai des clients qui ont été sportifs de haut niveau, à quel point ça va vite et ça se pose pas de questions, en fait. Il n'y a pas de questions, c'est comment on avance, comment on réussit et comment on bouge, en fait. Donc, ça, c'est sûr que ça a joué. Hem Et après, oui, le côté maths, je sais pas si je l'ai vraiment développé, à travers les études. En tout cas, je l'ai toujours eu, ce ce truc d'aimer les chiffres, de Mmh. compter. Je me souviens que quand j'avais 8 ans, ma grand-mère me disait, «Putain, j'en peux plus parce que, tu étais constamment en train de nous dire: "Donne-moi un calcul, donne-moi un calcul, donne-moi un calcul"». Donc oui, j'ai toujours eu cet amour des chiffres, ce qui m'a permis, je pense, de regarder les choses sans émotion. Quand je vois beaucoup d'entrepreneurs qui mettent beaucoup de drame dans le développement de leur business, dans l'investissement en pub Facebook ou quoi, j'ai toujours regardé les choses très froidement en mode: «OK, est-ce que c'est rentable, pas rentable? Quel est le ROI? Comment on fait bouger ça?» en le voyant vraiment comme un système. Et à côté de ça, tu es aussi, coach. Tu aides les gens aussi à gérer, leurs émotions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette activité? Ce que tu apportes finalement à tes clients aujourd'hui? Ouais, bah, moi, ce que je crois, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas très compliqué. C'est même plutôt simple, mais ce qui le rend compliqué, c'est tout ce qu'on y amène et toutes les angoisses, les anxiétés, les peurs, hem, les masques qu'on peut avoir, toutes ces choses-là qui rendent les choses compliquées et qui nous font. En tout cas, toutes ces émotions viennent interférer effectivement avec la stratégie qu'on a définie, avec la vision la plus juste qu'on pourrait mettre en place. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'aider les gens à clarifier ce qui les inspire vraiment, quelle est leur vision, au-delà de toutes les comparaisons qu'ils ont, au-delà de tous les endroits où ils se minimisent et ils veulent ressembler à telle personne, mais vraiment revenir à eux. Qu'est-ce qui les inspire? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment créer? Pourquoi leur business existe? Une fois qu'on a cette vision, d'aller les aider à se libérer des peurs, des hontes, des culpabilités, de tout ce qu'il y a dans leur histoire qui leur empêche de se donner pleinement la permission d'aller faire ça et ensuite de mettre en place une stratégie. Mais c'est seulement ensuite la stratégie. Pourquoi? Parce que je Ah, crois c'est que la plupart des entrepreneurs vont oublier leur stratégie parce qu'ils sont rattrapés par des émotions, par des peurs et donc mon but, c'est de pas laisser les émotions et les doutes interférer avec la stratégie que les gens ont définie. Si tu avais, dans ton parcours et d'accompagnement, si tu as constaté finalement 3 erreurs majeures que commettent en règle générale les entrepreneurs, heu, quelles sont-elles et qu'est-ce qu'il faut éviter en particulier? Donc 3 erreurs que tu as pu constater auprès des entrepreneurs. Alors la première, c'est ne pas savoir qui ils sont et pourquoi ils se lancent et juste vouloir gagner plus d'argent pour avoir du statut, mais sans savoir vraiment pourquoi, quelle boîte ils créent, qui ils sont. Je pense que ça, c'est le premier et ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'avoir à tous les niveaux. Tu peux avoir ça chez des gens qui font, 5 000 € par mois, comme chez des gens qui font 10 millions, qui sont encore dans une course à un statut et à prouver des choses sans créer quelque chose qui les inspire vraiment. La deuxième erreur, c'est une fois que tu as cette vision, c'est, hem ne pas mettre en place une stratégie et ne pas vouloir te former sur tous les domaines de l'entreprise. Je pense que c'est essentiel. Tu es pas obligé d'être le meilleur partout, mais tu es au moins obligé de connaître le marketing, la vente, la livraison
et même le juridique. Mais en tout cas, tout ce que tu veux pas apprendre deviendra un frein et t'attirera des gens incompétents pour te pousser à être suffisamment compétent pour être capable de différencier qui est compétent Mmh. d'incompétent au moment où tu recrutes. La troisième chose, je pense que c'est de faire trop d'opérationnel et de penser uniquement court terme et Mmh. d'oublier la vision long terme. Donc c'est très lié à la première, mais euh, de C'est vouloir. c'est quoi Ouais. c'est quoi aujourd'hui ta vision, Julien? Moi, mon but, c'est de pouvoir créer un écosystème dans lequel on crée une nouvelle culture, dans lequel entreprendre est possible à partir, je sais pas si c'est des gros mots ici, mais à partir de son cœur et de son âme, puisque je crois que chaque être humain a une mission qui est unique, a quelque chose qui le touche, quelque chose qui lui met les larmes aux yeux, quelque chose qu'il a vraiment envie d'apporter au monde. Et je crois que beaucoup d'entrepreneurs passent à côté de ça parce qu'ils veulent juste une forme de réussite extérieure. Et mon but, c'est de créer une nouvelle culture dans laquelle entreprendre est possible à partir de ce qui nous touche et que l'entreprise puisse être le déploiement de cette inspiration intérieure et de créer un monde d'entrepreneurs qui sont dirigés par l'intérieur plutôt que de créer des gens qui se battent sans savoir pourquoi. Est-ce que tu penses que cette façon de voir les choses, on parle souvent, on dit souvent, on crée une entreprise, est-ce qu'on est au service de son entreprise ou c'est l'entreprise qui est à son service? Et des fois, quand on exerce et puis pris dans le flow, ben, on ne voit plus très bien où on se situe par rapport à ça. On se perd et on a plutôt l'impression, je pense que bon nombre d'entrepreneurs ont plutôt l'impression d'être au service de leur entreprise et non l'inverse. Heu, Comment faire, quand tu prends conscience de cette situation, pour inverser la situation quand tu es pris finalement, quand tu es happé en tant qu'entrepreneur? Tu peux avoir conscience de cette nécessité d'être aligné, et cetera, mais Mmh. tu n'y arrives plus. Comment toi, tu arrives à finalement à donner aux entrepreneurs, heu, je dirais à les ramener à finalement à l'essentiel ou à cette, ou à une prise de conscience de ce qu'ils sont en train de bâtir? Bah, déjà, il y a plein de choses, mais déjà, en général, ils ont besoin d'une crise pour ça. Ouais. Et je crois que c'est le cadeau de la crise, c'est que la crise te pousse à te poser les vraies questions et à revenir à la mission, alors que quand tu as une illusion de succès, tu peux te perdre dans plus sans savoir vraiment pourquoi. Donc la première chose, c'est la vie va les aider en général en leur amenant une belle crise qui les pousse à se remettre en question et ensuite, hem, moi, ce que je vais faire avec eux, c'est les aider à se remémorer de pourquoi ils ont démarré, qu'est-ce qui les touche et surtout de les aider à se libérer des peurs qui, à un moment donné, les a fait se détourner de leur raison d'être et de leur mission. Parce que ce qui se passe, c'est que au plus est-ce que j'ai de peur, au plus est-ce que je vais aller dans des opportunités, des choses qui paraissent être sécuritaires, mais qui sont pas vraiment ce qui me touche. Et pour moi, il y a plein d'entrepreneurs qui sont dans une forme de rat race. Peu importe, c'est juste qu'ils ont changé de patron, mais euh, avant ils avaient un patron, maintenant ils en ont 20, 100, 200, mais Mmh. que la chose est déconnectée de pourquoi ils font les choses. Donc, moi, c'est les aider à se libérer des peurs qui les amènent à se détourner de leur raison d'être. Et quand tu te libères des peurs, naturellement, tu écoutes ce qu'il y a à l'intérieur et tu qu'une envie, c'est d'aller créer ça à l'extérieur. Et c'est quoi, selon toi, les 3 plus grandes peurs, d'un entrepreneur? La peur de manquer d'argent, la peur de pas être respecté par ses pairs et par les gens qui l'admirent. Et la troisième, je dirais qu'elle est... Ces deux, elles sont communes chez beaucoup de gens. Et la troisième, je dirais qu'elle est singulière à l'histoire de chacun. Excellent. En tout cas, merci pour toute cette valeur. J'ai lu quelque part que tu indiquais une phrase qui, pour moi, fait résonance et j'aimerais que tu t'expliques dessus. Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'auto-détruit. Est-ce que tu peux Yes. expliquer un peu cette phrase? Ouais. Alors, c'est une phrase que j'ai découvert à 22 ans, en fait, après le tennis, ma vie avait plus vraiment de sens. Et entre 16 ans et 22 ans, j'ai vécu dans des addictions. Je pouvais manger toute la journée. Je pouvais me faire vomir jusqu'à 10 fois par jour. Et j'étais, j'avais perdu 20 kilos. Bref, c'est vraiment, j'oscillais entre anorexie et boulimie à un point qui était presque, enfin, qui était clinique. Et j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé la méditation, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé le MDR, j'ai essayé la psychologie, j'ai essayé plein de choses pour m'en sortir. Et il y a rien qui a changé, durablement les choses. Certaines choses m'ont aidé pendant 2, 3 jours, mais rien ne m'a aidé durablement jusqu'en 2022 où je suis tombé sur un livre de Nicolas Propin qui s'appelle «Devenez ce que vous êtes» et je suis tombé sur cette phrase: «Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit»
Et ce que j'ai réalisé ce jour-là, c'est que tous ces symptômes euh, n'étaient pas des problèmes à résoudre, mais étaient juste des messages à écouter pour me dire que la vie que j'étais en train de vivre n'avait aucun sens pour moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis demandé, OK, qu'est-ce qui m'inspire? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me met les larmes aux yeux? Et comment est-ce que je peux bâtir une vie euh, en accord avec ça? Et 3 mois après, tous mes symptômes avaient disparu, alors que ça faisait 6 ans que je me débattais avec des addictions et que rien ne changeait les choses. Et c'est ce jour-là où j'ai réalisé que aujourd'hui, on vit dans un monde où la plupart des gens vont prendre des médicaments, vont essayer de se motiver, vont essayer de faire des choses comme ça pour résoudre les problèmes qu'ils ont, alors que dans la majorité des cas, les problèmes qu'ils ont sont juste des messages à écouter pour les aider à se réaligner sur leur raison d'être et sur ce pourquoi ils sont faits vraiment. Ah, c'est fort ce que tu dis. On sent aussi un parcours qui est 6 ans, c'est long, hein, C'est long, je trouve. très long. C'est très long. Mhm. C'est une souffrance, c'est une situation, vraiment un mal-être aussi Et, qui est compliqué à vivre. et Clairement. aujourd'hui, est-ce que tu as encore des oscillations, c'est-à-dire tu sais ça, mais est-ce que ça t'arrive encore de te perdre et du coup de réavoir des symptômes parce que tu te décales de justement cette raison d'être? Carrément. Ça me rassure, ça me rassure. Non, mais bien sûr. Maintenant, je pense que la différence, c'est l'amplitude de ces symptômes et c'est la vitesse à laquelle je suis capable de me réajuster. Et je pense que j'aurai des symptômes toute ma vie, mais quand je dis des symptômes, c'est euh, peut-être qu'il y a 15 ans, j'avais besoin de passer un mois à me faire vomir tous les jours pour réaliser que je suis désaligné. Peut-être que aujourd'hui, la différence, c'est que je vais je sais pas, me sentir vide, me sentir fatigué pendant 2 jours, me sentir un peu déconnecté et au bout de 2 jours, je vais me dire: «OK, qu'est-ce que tu as oublié? À qui tu te compares? À qui tu te subordonnes?» Et Comme une petite piqûre de rappel, comme une piqûre de heu, rappel, ouais, exactement, et qui te dit, n'oublie pas le chemin, exactement. Quel épisode? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager à des personnes que ça pourrait intéresser. Merci pour toute ta sincérité, pour toute ta franchise. Julien, tu exprimes vraiment plein de choses et tu exprimes aussi que c'est dans la douleur, dans les crises, que on se découvre. C'est Mmh. de ces erreurs également qu'on apprend. Ouais. j'aimerais juste poser une petite question, heu, dans la réponse que tu as apportée, parce que c'est vraiment une thématique qui je est vraiment, passionnante et au cœur de chacun. Cet alignement, cette recherche, vraiment, d'être, au plus juste avec soi et dans ce que l'on fait. Est-ce que la réponse que tu as apportée est une réponse, qui se situait, hem, au niveau, de ton mental? Ou est-ce que ça allait bien plus loin? Est-ce que c'est quelque chose qui impliquait un petit peu, tout ton corps, chaque partie de toi? Est-ce que dans ton expérience et dans ce que tu as vécu, qu'est-ce que ce changement a impliqué, heu et quelles parties de toi ont été impliquées dans ce changement, en tout cas? Voilà, Quand si j'avais j'ai 22 ans? quand tu avais 22 ans, ouais. Quand tu as eu cette prise de conscience avec cette phrase que tu as pu lire et puis depuis, Yes. heu comment s'est opéré ce changement? Effectivement, cette disparition des symptômes, mais est-ce qu'il y a eu un accompagnement au-delà même de cette prise de conscience? Qu'est-ce que tu as, construit? Comment tu t'es reconstruit à partir de 22 ans, si j'ai bien Yes. compris? Ben, déjà, je pense que la première chose qui m'a aidé effectivement, c'est de changer d'environnement, trouver un environnement dans lequel je me sens je me reconnais plus, avoir un but en me levant le matin plutôt que de subir. Je pense que aussi, c'est quelques mois plus tard, j'ai pris une coloc avec Pierre David que vous avez reçu, dans lequel on a vécu 2 ans ensemble. Je pense que ça a aussi participé pour moi à mon évolution. Je pense que l'environnement est essentiel et que, de qui tu t'entoures va aussi déterminer qu'est-ce que tu crois possible, comment tu vois la vie. Donc, à ce moment-là, j'ai pas eu un accompagnement personnalisé, mais j'ai commencé à me former beaucoup, à écouter beaucoup de podcasts. En fait, si j'ai été accompagné virtuellement. Je me souviens, j'écoutais des podcasts 2-3 heures par jour pour, nourrir mon esprit. Ouais, mais enfin, voilà, pour moi, il y a vraiment eu un avant-après à partir du moment où
où j'ai cessé de subir ma vie pour me demander qu'est-ce que j'ai envie vraiment et décider d'aller créer ça. Il y a un truc aussi qui est cool à 22 ans, c'est que tout paraît possible. Ouais. Et je pense que c'était aussi la chance que j'avais à ce moment-là. Je repense d'un seul coup, tu me parles de colocation avec Pierre David. Je me dis, finalement, un changement d'état d'esprit fait que tu attires à toi Ouais, des personnes qui sont en lien avec ce nouvel état d'esprit que tu as. C'est-à-dire que quelque part, la vie te met en présence. Tu parlais tout à l'heure de signaux que la vie t'envoie, des crises que la vie t'envoie et qui te permettent d'apprendre ou en tout cas de te réaligner. Et puis, de nouveaux signaux qui font que lorsque tu changes de cap, changes d'état d'esprit, bien bizarrement, les rencontres que tu fais sont en phase avec ce changement d'état d'esprit, avec cette manière nouvelle de penser ou en tout cas de révolutionner ta vie. yes, carrément. Julien, on est dans une période de bouleversement pour tous les entrepreneurs, une véritable révolution avec l'intelligence artificielle. Comment l'entrepreneur, le coach que tu es et également avec tout ce background aussi où tu as l'air de bien maîtriser tous les aspects marketing, voire peut-être proche ingénieur puisque tu as fait des mathématiques. Comment tu vois ce monde et comment tu vois l'entrepreneuriat dans ce monde avec l'IA? Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça Ok. magnifique parce que Je fais partie des optimistes. Heu, oui, oui, je fais partie des optimistes, effectivement. Hem, En fait, je trouve ça magnifique parce que pour moi, c'est là où la seule valeur ajoutée d'un entrepreneur devient sa conscience, sa vision, ce qu'il touche profondément et que pour moi, l'intelligence artificielle permet à chaque entrepreneur qui a une vision, qui a un projet qu'il touche, qui a un service qu'il a envie d'apporter au monde, de ne plus avoir cette barrière technique et de pouvoir déployer ce qu'il a dans l'esprit, ce qu'il a dans le cœur, 10 fois plus vite. Et du coup, je trouve ça magnifique. Et est-ce que tu penses qu'il va y avoir finalement un tournant entre des entrepreneurs qui ne prennent pas le virage de l'IA, Ouais, aussi des potentiels risques, perte d'emploi, finalement richesse monopolisée que par certains, ce qui est déjà le cas ouais. aujourd'hui, mais un mouvement qui s'accentue en ce sens, ou alors est-ce qu'il va y avoir, est-ce que cette IA va être plus au service d'une collectivité plus globale? Euh, Quel est ton point de vue là-dessus? Non, moi, je pense que, je crois à cette idée de soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Et je crois que j'ai même du mal à comprendre quelqu'un qui me dirait qui veut pas le faire le virage ou qu'il a pas envie de l'inclure. Et je pense que ça veut pas dire tout faire en IA, mais c'est de l'opportunité d'identifier où est-ce que ma valeur ajoutée est vraiment. Par exemple, pour ma part, je pense que ma valeur ajoutée est dans le coaching, ma valeur ajoutée est dans oui, dans le coaching, dans la relation, dans les groupes que je suis capable de créer et dans tout cet humain en fait et cette compréhension de la psychologie que pour l'instant l'IA n'est pas encore capable de faire, mais ça me libère de tout le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus de valeur ajoutée dans les systèmes marketing, je n'ai plus de valeur ajoutée à tous les endroits. L'IA est meilleure que moi et tant mieux, ça me permet de me concentrer sur mon unfair advantage. Mais l'IA est quand même pas si mauvais en psychologie, Oui, je hein. sais, mais je suis encore meilleur. Non, mais Non, voilà, et puis en fait, à un moment donné, c'est peut-être différent aussi quand c'est un humain qui le dit clairement, c'est avec ça, son émotion. C'est comme nous c'est en ça. juridique, bien évidemment. Et je pense que, voilà, je pense que c'est comme sur votre métier. Je pense qu'on est vraiment sur des problématiques similaires. Bien C'est sûr. que si tu es un avocat moyen, bah, probablement que l'IA est meilleure. Mais si tu es un avocat passionné par ton métier, t'es encore meilleur. Et surtout, il y a un supplément d'âme dans ce que tu fais qui va au-delà de l'information. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai senti chez vous, ce supplément d'âme dans l'envie de servir le client que l'IA ne peut pas répliquer. Elle peut donner des très bonnes informations, mais elle ne peut pas encore te faire sentir accompagné, servi, être enthousiaste à propos du juridique, toutes ces choses-là. Et puis avoir cette mission de vie et Ouais, qui est celle aussi qu'on incarne dans ce podcast, dans toutes les masterclass qu'on fait, c'est-à-dire finalement vouloir apporter l'excellence juridique au plus grand nombre, que le droit ne soit pas un frein et être yes, des guides Et juridiques pour nos apporter clients. une chose importante que tu as évoquée au début, la sérénité. yes, Parce que cette sérénité-là,
elle est essentielle. On sait bien que le monde dans lequel on navigue aujourd'hui est extrêmement complexe. Les règles de droit sont par moments très difficiles à appréhender, à comprendre, à interpréter. Il faut s'entourer, il faut se protéger, il faut savoir quels jalons mettre pour construire sereinement son entreprise et faire en sorte qu'on soit à la fois solide face à des clients mal intentionnés, face à des partenaires qui peuvent profiter de la faiblesse justement des contrats mis en œuvre. Hem, c'est, comprendre que voilà, le juridique est aussi un actif et que ce qu'on est en train de Mmh. bâtir a de la valeur et que tout ça, c'est aussi notre rôle à nous d'avocats de montrer d'une certaine manière le chemin que doit suivre l'entrepreneur pour bâtir la plus belle entreprise qui soit alignée avec lui. Mais notre rôle, c'est vraiment d'être aux côtés du bâtisseur et de lui montrer, d'être un petit peu, de servir aussi d'architecte sur le plan juridique pour, faire en sorte que, les choses avancent normalement et de manière la plus sécurisée possible. Yes. En tout cas, c'est comme ça qu'on conçoit notre rôle avec Henri. J'adore l'idée, que le juridique est un actif. Je pense qu'il m'a fallu, 6-7 ans pour le comprendre, ce truc-là, et je pourrais encore probablement l'intégrer à un autre niveau, c'est sûr, mais je pense que c'est un message vraiment important qui Et serait utile que tout le monde le c'est très comprenne, quoi. important et notamment pour Ouais, les entrepreneurs de ton niveau, ouais. c'est de comprendre que, l'entreprise, oui, elle va, apporter, de la richesse quotidienne et cetera. Mais en fait, la plus grande source, d'enrichissement des entrepreneurs, c'est à un moment donné quand ils vont revendre leur Mmh. entreprise parce que c'est des vrais actifs et un bien immobilier, généralement, on arrive à faire de la plus-value. Une entreprise, tu pars de zéro. Quand tu arrives à la Mmh. revendre et que tu peux la revendre, plusieurs millions d'euros, tu es parti de 0, tu as construit toi-même quelque chose à plusieurs millions d'euros. Donc c'est quand même, heu, extraordinaire finalement comme Et c'est possibilité. des efforts aussi, énormes pour parvenir à ce niveau. C'est dommage de se dire: «Finalement, toute cette valeur que j'ai créée, elle vaut pas grand-chose Mmh. parce que, derrière, tout est bancal». Donc Yes. c'est vraiment, on essaie, nous, en tout cas, de notre côté, de vraiment marteler cette chose-là. C'est que les aspects juridiques d'une activité, c'est un aspect fondamental parce qu'il y a derrière une vraie création de valeur. Ouais. Concrètement, Julien, toi, aujourd'hui, au niveau IA, qu'est-ce que tu as mis en place de concret? Est-ce que tu es déjà sur les agents IA? Qu'est-ce que tu as mis en place de concret dans ton organisation? Non, on utilise, on a un master prompt Mmh. dans lequel, voilà, toutes les informations sont sur l'entreprise. Tout le monde l'a dans l'entreprise, tout le monde fonctionne avec. On essaie d'optimiser les prompts à chaque fois, et en fait, avant, on avait des process et des standard operating procedures. Maintenant, on a des standard operating prompts, quoi. Et Et ce master prompt, ouais. tu le remets à chaque fois que tu poses une question ou alors il est en mode, projet? Enfin, concrètement, du coup, comment Alors, te moi, j'en fais un Google Doc, donc c'est un Google Doc, je mmh? crois, de 52 pages. Et à partir de là, déjà, beaucoup de choses vont être mieux faites que si tu lui dis, juste, même des très bons, parce qu'en fait, pour moi, il y a 3 niveaux de développement d'intégration d'IA dans ton entreprise. Tu as le premier niveau qui est, bon, bah, 4 niveaux. Tu as le premier niveau, je fais rien. Tu as le deuxième niveau qui est, de temps en temps, je fais un truc sur ChatGPT. En général, le problème, c'est que tu vas pas être très satisfait de ce qu'il te donne. Il y a un troisième niveau, tu commences à te former et mettre des prompts spécifiques. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait un niveau encore plus avancé qui demande au début un temps de mise en place, mais qui demande vraiment de réfléchir en termes de master prompt. C'est quoi toutes les informations nécessaires que l'IA a besoin de comprendre sur moi, sur ma vision, sur où je veux aller, sur mon contexte, pour vraiment être adapté et pas halluciner. Euh, et ensuite, par-dessus, tu peux bâtir effectivement des prompts. Mais je vois les choses comme une pyramide, et la base, c'est vraiment qu'il ait toute la compréhension de l'entreprise. Donc c'est là où j'en suis. Les Et agents ça, IA, ouais, concrètement, ce master ouais. prompt, tu Ah le oui, tu le tu le mets concrètement dans, dans il est dans, il est dans mon information sur ChatGPT, mmh, dans le, projet ou dans non, directement dans non, les non. paramètres.
Dans les paramètres, Il est d'accord. Ok. directement dans les paramètres. Extrêmement intéressant. Et dans ce master prompt, tu mets quoi? Tu mets tes avatars types, tu mets des Alors, procédures aussi, ou tu mets ouais, qu'est-ce que tu je mets mets, concrètement? je commence Que par 52 mettre, pages? je lui donne déjà la vision de l'entreprise, qui on touche aujourd'hui, qui on veut être dans 3 ans, quels sont nos objectifs à 3 mois, quels sont nos objectifs à 1 an. Ensuite, je lui décris chacune de nos offres avec précision. Euh, Ensuite, je lui décris nos différents avatars avec précision. Et déjà, on est à 30 pages. Et ensuite, quand je vais être content d'une page de vente, quand je vais être content d'un texte, je vais éventuellement la rajouter les passages dont je suis content. Je vais mettre les citations qui résonnent chez nos clients, les idées parfois, et je vais l'enrichir au fur et à mesure. Dès que j'ai un élément où je me dis, tiens, ça me parle, je veux qu'on le garde, je le rajoute. Et donc, c'est à partir de ce prompt que tu lui demandes quoi à l'IA? C'est de t'établir des textes pour je Il dirais, nous des aide publicités? surtout sur, L'email marketing? ouais, beaucoup sur le marketing, beaucoup sur la rédaction d'emails, beaucoup sur tout ce qui est onboarding, suivi client, toutes ces choses-là. Tous les endroits où on n'a pas une valeur ajoutée énorme, je pense que c'est hyper important que chaque entrepreneur identifie où est-ce qu'il apporte quelque chose que l'IA peut pas encore faire. Je pense que sur des mails purement marketing, j'ai pas grand-chose à apporter. Parfois, je vais faire un mail d'inspiration et là, j'ai encore quelque chose à apporter. Voilà, je pense que c'est aussi spécifique à chacun. Ouais. Merci pour ça, Ouais, c'est très Julien, précieux, et hein. n'hésitez pas à mettre un pouce Très, bleu très parce que précieux. c'est quelque chose qui est finalement assez simple à mettre en place et Ouais. que tout le monde devrait déjà avoir en place. Nous, on travaille à ça justement, et c'est ce que moi j'appelle aussi l'ingestion, c'est-à-dire faire ingérer qui on est, qui on veut être à son entreprise. Encore faut-il y avoir réfléchi, C'est ça. et finalement c'est aussi Est-ce que tu as été accompagné sur l'élaboration de ce master prompt ou des master prompts que tu peux Ouais, j'ai mettre en regardé un peu œuvre? des vidéos sur Internet, j'ai regardé des formations, mais j'ai pas été accompagné. Enfin, j'ai fait ma formation en autonomie, quoi. Ok. Ouais. Mais du coup, tu t'y es mis, et c'est ce que, comme finalement on dit très souvent, il faut s'y mettre. Juste un point de vue opérationnel pour bien que je comprenne, ce master prompt, ensuite, chaque personne de ton équipe l'a aussi justement dans le paramètre de son chat GPT, ou alors ton chat GPT, tu peux le partager avec les membres de ton équipe, ça se Alors, passe comment? en fait, ce master prompt, il est décliné pour chaque personne. C'est-à-dire que Ok. j'ai mon master prompt à moi, mais mon assistante n'a pas exactement le même master prompt. D'accord, ok. Et chacun a son master prompt à lui. D'accord. Ok. Ouais, après, c'est la base des agents de toute manière Ouais. demain, quoi. Et tu utilises qu'une seule IA ou tu en utilises plusieurs? Ben, pour l'instant, j'ai pas encore creusé ça, mais c'est possible que j'en utilise plusieurs. Pour l'instant, je suis relativement satisfait de ChatGPT. Quand je dis relativement, c'est 8,5, mais j'ai beaucoup entendu parler que Claude était bien meilleur à écrire, Oui. rédiger, toutes ces choses-là. Donc il se peut que je fasse un test C'est très sur Claude parce que intéressant. En c'est tout vrai que cas, je suis... pour avoir Ouais. testé, je trouve qu'effectivement, d'un point de vue rédactionnel, ChatGPT est très bien. Mais Claude apporte aussi dans Claude est la meilleur? rédaction des éléments. Ok. Je trouve que c'est très très bien. Sur le plan rédactionnel, Ok. j'ai trouvé qu'il y avait des formulations un petit peu au-dessus. Et pour le coup, tu restes sur un standard ouvert, tu n'as pas finalement mis ça sur un serveur qui serait que à toi, puisqu'en fait, il n'y a pas forcément d'informations confidentielles, mais il y a des informations quand même de savoir-faire de ton Mm. entreprise, mais tu es resté finalement sur le standard ouvert, quoi. Ouais. En fait, j'estime que peut-être qu'à un moment donné, je ferais différemment, mais aujourd'hui, les choses vont tellement vite Mm. que j'ai pas envie d'investir de l'argent dans des choses très compliquées parce que je pense qu'elles seront obsolètes dans 3 mois et dans 3 mois, je me dirais j'ai mis 10 ou 20K pour un truc qui est maintenant gratuit en 2 clics. Clairement, je suis tout à fait en phase. Tu touches un point qui est extrêmement intéressant, c'est quand ou comment y aller. Et toi, tu le fais de manière la plus pragmatique et opérationnelle. Et je trouve ça top. Le master prompt, c'est quelque chose que tout le monde peut mettre en place rapidement. Bon, ça demande quand même du temps et encore une fois d'avoir réfléchi aux vraies bonnes questions de son entreprise. Ouais. Mais c'est excellent et ça permet en fait demain quand tu auras les agents, demain en fait
et j'avais déjà entendu quelqu'un d'autre évoquer ça, une entre guillemets star de l'IA, et il disait ce qui est très important aujourd'hui, c'est bâtissez-vous vos prompts, et c'est exactement ça. Donc vous aussi, vous pouvez faire ça et ça aidera votre entreprise. Un autre truc aussi par rapport au prompt, c'est que une fois que tu as ton master prompt, c'est très facile de lui demander de te donner des prompts de rôle. Alors que si tu as pas le master prompt, derrière, tu es obligé de recommencer de zéro à chaque fois. Mais comme dans une entreprise, en fait. Si Mmh. tu pas la vision de l'entreprise et si tu pas toute la philosophie de l'entreprise, à chaque fois, tu es obligé de repenser tout le truc marketing de zéro et tout. Et donc, je pense que c'est important de repartir vraiment de là. Et de toute façon, on parlait tout à l'heure d'actifs. Même si ça prend du temps, en fait, ce C'est master un prompt, actif. c'est une documentation profonde de l'entreprise et c'est le plus gros actif de ton entreprise, en fait. Clairement, clairement. Ça fait partie de la valeur même de l'entreprise et puis, ça veut dire aussi que tu as mis en place des process qui permet, bah, de faire en sorte que, chacun est in quelque sorte interchangeable, parce qu'il y a, je dirais, l'information n'est pas que dans une seule tête, Mmh. elle est partagée et elle est disponible et qui permet à l'un ou à l'autre, si un tel tombe malade, il y en a un autre qui peut prendre le relais et c'est ça aussi qui fait qu'une entreprise, peut prospérer Mmh. et éviter les incidents. Est-ce que dans le cadre de tes formations auprès des entrepreneurs que tu accompagnes, tu, heu, il y a ce volet, sur l'IA qui a été intégré? Ouais, c'est quelque chose que j'intègre de plus en plus. Et d'ailleurs, ça me fait vraiment repenser aussi à une partie de ce que j'enseignais parce que jusqu'à maintenant, il y a une partie de ce que j'enseignais qui pouvait être, le marketing, mais maintenant tout ce que j'enseignais devient obsolète et je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'en fait j'enseigne à des entrepreneurs à se servir de l'IA pour faire leur marketing, plutôt que de leur enseigner des concepts marketing dont ils n'ont plus besoin. C'est vrai, mais quand même, malgré tout, l'entrepreneur aura besoin, ne serait-ce que pour construire son prompt, d'avoir des bases du marketing, Ou pas, ou parce que pas? Ouais, peut-être ouais, que ouais, ça s'il y réfléchit correctement et si j'y réfléchis correctement dans la manière dont je l'amène, probablement que ChatGPT peut lui enseigner plus rapidement et plus mmh. efficacement que moi le marketing. Ouais, ça Et c'est vrai aussi, ouais. qu'est-ce qui finalement dans la formation que tu donnes, quels sont les points forts, les points essentiels, que tu apportes, justement par rapport au fait d'être, aligné, par rapport au leadership, quelle définition tu donnes au leadership? Hem et comment tu amènes les entrepreneurs à transcender leur plafond de verre? Voilà, quels sont les axes principaux bah, des formations que tu Yes. proposes? Alors le premier élément, c'est déjà de clarifier ce que j'appelle la hiérarchie de priorité intrinsèque, c'est-à-dire que qu'on en soit conscient ou non, on a tous une hiérarchie de priorité intrinsèque qui va de ce qui est le plus important pour nous au moins important et la plupart des gens ne sont pas conscients de leur hiérarchie de priorité intrinsèque, ce qui font qu'ils vont poursuivre des objectifs qui sont désalignés de ces priorités et ils ont constamment besoin de motivation, de récompense et de punition pour agir parce que c'est pas aligné avec ce qu'il y a intrinsèquement. Donc, la première chose, c'est vraiment un travail profond de compréhension de comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui t'inspire, qui tu es, par quoi tu es appelé intrinsèquement. Euh, on peut appeler ça, les Japonais appelaient ça l'ikigai, Mmh. les sciences indiennes appellent ça le dharma. Bref, peu importe comment on l'appelle, pour moi, cette chose-là, elle est essentielle à comprendre. Une fois qu'on a ça, la deuxième chose on a vraiment une valeur ajoutée dans ce qu'on propose, c'est tout ce travail sur euh, la libération des traumas, libération des traumas, libération des hontes, libération de toutes ces choses qui n'ont pas été pleinement digérées, mais qui continuent à influencer ton subconscient et comment tu vois le monde aujourd'hui et qui t'empêchent de te déployer de la manière dont tu pourrais te déployer. Et ça, je dirais que c'est les 2 choses principales. Après, il y a sûrement plein d'outils, de stratégies, mais probablement des choses qu'on peut retrouver dans pas mal de programmes d'enseignement pour le reste. Mais ces 2 là, c'est vraiment les endroits où j'ai Et la plus haute valeur concrètement ajoutée. là, Ouais. pour se libérer de ces traumas, comment tu fais? J'ai été notamment formé j'ai fait plein de formations, mais un de mes mentors, c'est John Demartini qui m'a beaucoup enseigné sur ça et aujourd'hui, j'utilise principalement ce que j'ai vu chez lui. Un trauma, ça a été beaucoup, mis en forme et fait comme quelque chose qui doit prendre des années pour s'en libérer, mais c'est une fausse croyance. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un trauma, c'est juste à un moment donné, j'ai vécu quelque chose dans lequel j'ai stocké dans mon subconscient une charge émotionnelle associée à un souvenir spécifique. Donc il y a un moment dans le temps et dans l'espace sur lequel j'ai associé plus d'inconvénients
que de bénéfices, puisque le cerveau ne code que les choses comme ça, 1, 0, plus, moins, ces choses-là. Et donc, la manière dont j'accompagne les entrepreneurs là-dessus, c'est en revenant dans le moment, en allant voir en quoi est-ce que c'était un bénéfice à ce moment-là, qu'est-ce que ça leur a permis de développer, jusqu'à ce qu'au moment où le cerveau revient à l'équilibre et il voit qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients, le cœur s'ouvre et la charge émotionnelle se libère et la personne est libre. Juste avant vous, j'avais par exemple une cliente Mmh. qui accompagne des milliers de personnes dans le couple, et un truc sur lequel il y avait un trauma, c'est quelque chose dans sa vie sexuelle. Elle en avait jamais parlé à personne, c'était compliqué, ces choses-là. Et en fait, quand on est revenu dans le moment, on a été voir en quoi est-ce que ça a été un bénéfice, qu'est-ce que ça a développé chez elle, jusqu'au moment où elle pouvait à peine m'en parler, elle pleurait. À une demi-heure plus tard, elle voit à quel point ça a été le socle de sa vision, tout ce qu'elle avait pas vu à ce moment-là. Et c'est pour ça, elle peut en parler maintenant. Et elle est sortie de la séance en me disant, j'ai l'impression d'avoir perdu 25 kilos à travers cette séance. Merci pour ça et j'imagine que tes clients, du coup, doivent être extrêmement reconnaissants pour ça. Toi, aujourd'hui, Julien, ta vie, elle est organisée comment concrètement? Tu es plutôt de la team qui travaille 10 heures par jour ou plutôt 3 heures par jour? D'autres teams 10 heures par jour, D'accord, 10-12 heures par jour. ok. Ok, ouais, donc t'es un gros bosseur. Mais il est 18h30, on est vendredi soir, on est encore là à se parler. Clairement, clairement. Mais c'est pas du Et je suis travail. content. Attends, c'était, je trouve, un podcast d'une immense qualité. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. Tu as apporté une valeur colossale. Franchement, à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié tout ce que tu as dit sur l'IA, tout ce que tu dis aussi sur la vision fondamentale. On va clôturer bientôt ce podcast. On va peut-être te poser euh, la dernière question qu'on pose traditionnellement. Oui, parce Celle que du petit Julien qui oh, voyait sa maman, justement, peut-être en difficulté. en, en- en Je te difficulté laisse, je te laisse la ou poser, peut-être Jean-Philippe. oui, peut-être. Alors, il y a cette période-là, et puis ou peut-être celui un peu plus tard qui est un peu perdu, Mm. ne sachant pas quelle direction donner à sa vie. Si tu avais la possibilité de revenir dans le temps et de lui parler à ce Julien Musy un peu perdu et Qui voyait, qui voyait des avocats. qui voyait les avocats ou qui Ils en sont tout pas si cas méchants que ça. ou qui ne savait plus quelle direction prendre, est-ce que tu lui dirais rien en te disant il va trouver tout seul, ce qui est le cas bien sûr, Mm. ou est-ce que tu lui dirais quelque chose pour l'aider? Et qu'est-ce que tu lui dirais? Non, je lui dirai rien. Je pense que Débrouille-toi. non, mais en fait, je crois que la souffrance est nécessaire et que il y a que dans ces moments-là qu'on découvre réellement nos ressources, réellement qui on est. Et du coup, je voudrais pas le priver de tous ces moments qui l'ont permis de se forger, de se découvrir, de développer une profondeur dans sa vision du monde. Et je voudrais pas Ça fait partie du le chemin. priver de ça ou réduire le temps qu'il a passé là-dedans. C'est vrai que c'est une question personnellement même que je me pose. Je me dis il y a un effet papillon et est-ce que aujourd'hui je voudrais changer quelque chose à mon existence d'aujourd'hui? Dis, et si je revenais dans le passé, que je me disais juste une petite chose qui m'évitait quelque chose, ça peut modifier tellement de Yes. paramètres. Est-ce qu'on en a envie? Est-ce que j'en ai envie? C'est une, Moi, personnellement, je me demande parfois pourquoi on pose cette question à chaque fois, mais les, euh, les personnes qu'on interroge ont toujours des superbes réponses. Mais moi, je suis exactement en adéquation avec ta réponse, Julien. C'est que, en fait, la vie vaut la peine d'être vécue et de faire tes propres expériences, tes propres souffrances, tes propres douleurs, et ça t'amènera là où elle doit t'amener, quoi. j'ai la conviction que quel que soit le choix que l'on fait dans son existence, c'est toujours le bon choix parce que c'est un choix que l'on fait pour passer par un chemin, aussi bon ou mauvais soit-il, mais c'est un chemin par lequel on doit passer quoi qu'il en soit. Donc, je me dis que voilà, il y a parfois le silence, ou en tout cas, laisser la personne vivre ce qu'elle a à vivre. Et Voilà. si un jour un de vos invités vous dit qu'il aimerait changer les choses, envoyez-les-moi. Je l'aiderai à faire les choses Ah différemment. bah pour l'instant, ils ont tous dit ça, hein. Julien, t'as un dernier mot à nous dire. En tout cas, merci pour tout. Non, mais enfin, vraiment merci. J'ai senti que j'avais été touché à plusieurs moments dans l'épisode, et j'ai surtout été touché par l'humanité que vous avez et la réconciliation que c'est pour moi
de voir qu'on peut être avocat et avoir beaucoup d'humanité, on peut être Merci. avocat et avoir une profonde envie de comprendre l'autre, de servir l'autre, d'être en relation. Et non, c'est vraiment On inspirant pour moi partage. de Ça qu'il fait faut partie que- de ça fait partie de notre serment, même si certains de l'avocat l'oublient et on partage ce souci d'humanité. Mais c'est quand vrai même. qu'on partage aussi grandement ton approche aussi, aussi bien au sein de notre cabinet que dans notre vie personnelle. On fait très attention à cet alignement, à cette envie de participer à quelque chose de plus grand que nous et de faire en sorte que ceux qui profitent de ce que on veut faire, en profitent pleinement, qui doivent faire en sorte de trouver leur alignement et Ça fait voilà. partie de notre mission de Ça fait- cabinet aussi, voilà. clairement. Je me dis aussi une chose, étant musicien, un orchestre ne peut être un bon orchestre que si chacun des musiciens est au service de l'autre. Il n'y a pas de bons orchestres si tu as un musicien qui veut jouer plus fort que l'autre, qui veut être le premier ou se montrer plus qu'un autre. Il n'y a de bons orchestres que celui qui sait écouter l'autre et qui se met au service de l'autre musicien. Et je dirais que si on était tous un petit peu comme ça dans la société dans laquelle on vit, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Merci en tout cas. Jean-Philippe. C'était le podcast de Jean-Philippe. Non.